Merci d'être là. Merci à toi. En enregistrant et en chantant sur scène les chansons de Barbara, il prend un risque énorme. Barbara, il a que des coups à prendre parce que c'est un mythe, c'est un monument, c'est une institution. Il prend le risque de l'insuccès, il prend le risque du ridicule. N'ayons pas peur des mots, il prend le risque que ça ne plaise pas. En plus, avec cette voix incroyable qu'elle avait, la profondeur de ses textes, lui qui est plutôt un chanteur populaire dans le bon sens du terme, on se dit, il est dingue ce mec. Je lui pose des questions qu'il se pose lui-même, à savoir est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi faire ça? Pourquoi s'exposer à autant de critiques? Il a besoin d'une reconnaissance de ses pairs parce qu'il a toujours eu l'impression d'être un peu entré en fraude. Il a toujours l'impression de ne pas être aimé. Patrick, il a besoin d'être aimé. Il est comme ça dans cette quête permanente de prouver qu'il est quelqu'un d'aimable, de respectable dans tous les sens du terme. Quelqu'un qui a peur de mal faire, se sent illégitime. Vas-y. Ok, noir sale, s'il vous plaît, messieurs, noir sale. Il a été pris par une espèce de doute, comme s'il devait montrer plus, comme si conquérir le cœur de ses ennemis était la seule chose qui pourrait éventuellement le satisfaire. C'est justement pour ça qu'il y va. Il y va pour convaincre. C'est un des challenges les plus périlleux, les plus complexes et les plus difficiles de sa carrière. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seul je la joue maladroit, similar et sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, similar et sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste immobile, ça sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Curieusement, à travers les chansons de Barbara, il se livre lui. Ça, c'est extraordinaire. Ça lui faisait remonter tout son passé, toute son enfance, toutes ses émotions, et il était submergé par l'émotion, submergé. Barbara, ça représente ce qui le lie à notre mère. Ils ont partagé ça ensemble. Dans sa petite enfance et adolescence, il y a quelque chose de très symbolique avec cette chanteuse. Il pleut sur Nantes, donne-moi la main. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait cet humble phare lorsque je sortis de la gare. Il aurait peut-être aimé écrire cette chanson d'une sorte de retrouvaille virtuelle même, avec ce père qu'il a abandonné quand il était petit. Il a un rendez-vous manqué avec son père, et à travers cette chanson et le fait de la chanter et de la chanter en public, je pense qu'il a fait ce rendez-vous à ce moment-là. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré. Ce vagabond, ce disparu, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange Loup, je m'en souviens du rendez-vous. Et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. C'était mieux qu'une psychanalyse pour Patrick. Ce disque et les spectacles qui en sont nés
lui ont permis de faire un retour merveilleux et profond sur lui-même. Et ça lui a fait du bien, tout simplement. Mon père, mon père. Que recherchait-il vraiment en interprétant Barbara, cette icône de la chanson? Voulait-il renouer avec son passé ou s'adresser à ceux qui ne le considèrent pas? Patrick Bruel a toujours été animé par l'ardent désir de réussite, le puissant besoin de plaire, l'envie de prouver qu'il est un artiste complet. Il a su construire, dès ses débuts, une relation intense avec son public, au point de remplir l'Olympia au milieu des années 80, pendant plusieurs jours, alors que son premier album n'avait reçu qu'un accueil très limité. Dans les années 90, il a fallu inventer un terme pour qualifier le phénomène qu'il était devenu. On parlait de Bruelmania. Sa voix portée et comptée, il s'en est servi pour lutter contre l'extrême droite et inciter les jeunes à voter. Ce statut de porte-drapeau d'une génération l'a exposé à la critique et à la caricature. Patrick Bruel ne serait qu'un chanteur pour adolescentes en mal de repères. Ce tourbillon aurait pu tout emporter, le faire vaciller. Il a su résister et se réinventer. Depuis près de 40 ans, il occupe le devant de la scène artistique, cinéma, théâtre, chanson, et pourtant, il y a toujours chez lui cette crainte de ne pas être légitime. Il aimerait faire rimer popularité et unanimité. Alors, d'où vient cette soif, ce désir de réussite, cette pugnacité qui le caractérise, remonte à l'enfance. La clé est peut-être à trouver dans une absence compensée par un amour fusionnel. Pour le jeune Patrick, cette école d'Argenteuil est un formidable terrain de jeu lorsqu'il n'y a pas classe. C'est là qu'il vit avec sa mère enseignante depuis qu'ils ont été contraints de quitter l'Algérie en juin 1962. Ce sont des juifs pieds noirs, donc ils sont revenus d'Algérie, mais sans rancœur. Il n'y a pas la rancœur de l'exil, du tout. Il y a la conquête de la France et la conquête dans la meilleure part de la France. Donc il fallait une espèce de volonté de s'intégrer sans nécessairement oublier ce qu'on est. À l'âge de 8 ans, il doit s'affranchir d'un autre manque, celui de son père. Pierre Benguigui est parti quelques mois après sa naissance. Et depuis, il le voit très peu. Un enfant qui, à 3 ans, quitte l'Algérie avec sa maman et va vivre avec sa maman pendant des années, seul, il va forcément avoir une vie un peu particulière. C'est un tête-à-tête entre un fils et une mère. Il est avec une femme qui est seule. À cette époque-là, c'est pas évident, une femme célibataire qui a peut-être sacrifié sur son passage quelques histoires d'amour pour s'occuper de son fils. Ils vont s'inventer une vie tous les deux, très proches. Il y a un versant triste et un versant lumineux dans son enfance. Le versant triste, c'est ce père qui se fait la malle. On ne sait pas qui il est. C'est absurde. Et puis le versant lumineux, c'est l'amour de cette mère. L'amour d'une mère, ça donne une force infinie. D'ailleurs, on les reconnaît toujours, ceux qui ont été adorés par leur mère. Ils sont toujours plus forts que les autres. C'est sa mère qui en a fait cet enfant roi, justement. Patrick est le centre de toutes les attentions. Tous les vendredis soirs, il retrouve toute la famille pour le dîner de Shabbat, selon la tradition juive. Élie, le père de sa maman, était forcément la figure paternelle. C'est son grand-père, mais c'était la figure d'homme à la maison. Donc c'est quelqu'un d'important, ce couple de grands-parents, Élie et Céline. Ça parlait fort, ça s'embrassait dans tous les sens, ils aimaient bien faire la fête. La famille avait un rôle très important, et quand je dis la famille, c'est avec toutes ses ramifications, ses extensions, les oncles, les grands-oncles, les cousins, la grand-mère, enfin tout le monde, quoi.
C'était une tribu. C'était sa force aussi. D'être dans cette famille, je pense que c'était sa force. Il était comme dans un cocon, il était un peu Dieu sur terre. Quelques années plus tard, ce cocon familial protecteur, cet équilibre, va être perturbé par un nouvel événement. Patrick a 11 ans, lorsque sa mère épouse un architecte, également artiste peintre. Pendant la cérémonie, il ne fait que pleurer sans qu'on comprenne bien si ce sont des larmes de joie, de soulagement ou de peine profonde de voir cesser ce tête-à-tête entre lui et sa mère. Le jeune adolescent se retrouve dès lors propulsé dans un univers dont il ne maîtrise pas les codes. Ce petit juif émigré arrive dans une famille purement française, franco-française, la bourgeoisie française, etc. Ça lui demande encore un effort d'adaptation. Patrick expérimente, quand il est enfant, son charme. Instinctivement, assez rapidement, comme un grand footballeur trouve sa place sur le terrain, il saura se positionner. Il est capable de pénétrer indifféremment tous les milieux et d'en faire son miel. Cette capacité d'adaptation va lui être utile lorsqu'il quitte la banlieue pour un quartier chic de la capitale. Désormais scolarisé au lycée Henri IV dans le 5e arrondissement, il fréquente des jeunes de bonne famille, chez qui il se fait inviter. Ça le dérangeait pas une seconde, lui. On sentait pas chez lui du tout un problème social, hein. Il avait aucun complexe. Il était parfaitement à l'aise dans ce milieu-là. En général, il se faisait un peu engueuler par ma mère parce qu'elle était un tout petit peu sans gêne. Et ma mère aimait bien les gens bien élevés qui savaient reposer leur assiette sur la table. Il se levait, il avait fini de manger, il allait regarder la télé, il allumait la télé au milieu du repas parce qu'il fallait pas perdre le début du match de foot. Enfin voilà, le mec un peu sans gêne qui débarque chez toi, quoi. Mais ma mère, elle me laissait pas sortir si c'était pas avec lui. Il savait pas se tenir, mais on savait que s'il était là, il n'y avait pas de problème. Ce garçon qui inspire confiance va alors devenir naturellement le leader de cette bande de copains. Patrick est un séducteur, il a envie qu'on l'aime, il a envie d'aimer, voilà, il aime l'amour, il aime les filles, il aime les aventures. Et oui, c'est fait, ouais. Un type qui joue du piano, qui joue de la guitare, qui chante, qui est pas mal. Pour séduire les filles, c'était quand même le top. Ouais, on était extrêmement jaloux. Nous, on tenait des soirées avec lui. Hein. On tenait des soirées. Qu'est-ce qu'on chantait? Du Sardou, du Sanson, du Serge Lama, du Amsterdam. Moi, ça me faisait pleurer quand il chantait Amsterdam. Et puis de temps en temps, on avait envie de mettre des disques et de danser. De temps en temps, il nous disait « Ah oui, vous en avez marre de moi, hein. » Alors on voulait mettre de la musique. Et alors on lui disait « Bah non, continue de jouer, t'as raison, c'est très bien. » Lui qui rêvait de devenir footballeur professionnel, imagine à 15 ans un autre avenir. Un jour, il nous déclare qu'il veut être chanteur. On n'a rien dit, on s'est rien dit, et on s'est dit « Waouh !» C'était sa passion, quoi, vraiment, c'était ça son truc. Ça l'animait profondément. Au point de passer son temps dans les salles mythiques parisiennes pour y observer les plus grands artistes de music-hall. Il n'avait pas un sou. Il passait toujours par derrière, je ne sais pas comment il faisait, mais il rentrait toujours en se démerdant pour rentrer sans payer. Il arrivait, il regardait la bonne femme qui était à l'entrée. Mais vous êtes merveilleuse, vous. Enfin, je sais pas, un truc où tu te dis, ça va pas prendre, c'est vraiment trop gros, quoi. Et tu voyais, ça passait. C'était quand même un talent, ça. Il arrive à rencontrer des artistes, il arrive à rentrer dans des loges. Il était partout où il fallait être, au moment où il fallait y être, quoi. Il était très présent, ouais. Il faisait de l'entrisme, en fait. C'est quelqu'un qui a des rêves, des désirs et qui fait tout pour les réaliser, quoi. Il insiste, il lâche rien. Il lâche rien. Mais en même temps, il a un tel potentiel solaire qu'on est ravis de lui céder. À 18 ans, Patrick Bruel va avoir l'occasion de donner ses tout premiers concerts devant un public plus large que sa simple bande de copains. Au cours de l'été 1977, il parvient à convaincre le Club Med de le laisser monter sur scène tous les soirs. Il chante des reprises devant une soixantaine de spectateurs. À l'issue de cette expérience, son envie devient une certitude. Il sera chanteur, mais avant cela, il y a une obligation à laquelle il ne peut déroger, le retour aux études.
La rentrée scolaire de 1977 est normalement la dernière au lycée. L'obtention du bac est l'objectif fixé pour tous. Beaucoup moins pour Patrick. Sa priorité, c'est les copains, c'est le foot, les études, bah, il les suit parce qu'il faut les suivre. Voilà, c'est pas forcément sa tasse de thé. Alors que tous les candidats sont absorbés par les révisions à l'approche des épreuves, il trouve même le temps de participer au casting d'un film. Rechercher un adolescent d'une quinzaine d'années, entre 15 et 17 ans, avec l'accent pied noir. Ses copains au lycée lui ont dit « Mais attends, quand tu nous fais rire, tu prends tellement l'accent, pourquoi tu y vas pas ?» Au naturel, il ne l'avait pas, il avait l'accent d'un titi parisien. Mais il le prenait très bien, l'accent pied noir. Mais de toute façon, il le connaissait par cœur, il est né dedans. Donc c'était pas un problème pour lui de le reproduire. Cela sera-t-il suffisant pour faire la différence? Pour être engagé dans le premier film d'Alexandre Arcadi? En arrivant au rendez-vous, à Montmartre, il découvre une sérieuse concurrence. Il y a une soixantaine de garçons qui attendent. Lui est debout, il vient d'arriver, il se demande même s'il va rester. Déjà, immédiatement, je sais que j'ai trouvé mon personnage. Arcadi a dû voir un peu un double de lui-même, quoi, gamin. Et ça a fonctionné. Le réalisateur a trouvé son personnage, mais il n'arrête pas pour autant les auditions. Comme il n'avait pas de nouvelles de moi, il a cru qu'il n'avait pas le rôle. À cette déception de ne pas avoir été choisi, s'en ajoute une autre, celle de son échec au bac. À défaut de rôle et de diplôme, il accepte un contrat de géo au Club Med. Mais la veille de son départ au Mexique, le réalisateur le prévient qu'il est finalement retenu. Il voulait pas et il a dit « Moi, je pars au Club Med, j'ai l'habitude, j'aime ça. » Parce qu'il chantait, surtout là-bas, il jouait pas. Je lui ai dit « Ne loupe pas le film. Crois-moi, je t'offre la première marche de l'échelle. Ça, c'est tout ce que je peux t'offrir. Le talent, on va voir si tu l'as et toi, tu vas gravir les échelons. » Il lui a dit « Écoute, tu vas voir, ça va être formidable, un film, tu sais pas ce que c'est. Après, on va aller chez Drucker et tout. » Et puis finalement, bon ben, il l'a convaincu. Le tournage du Coup de Sirocco peut débuter. Patrick se retrouve dans la peau de Polo Narboni, contraint à l'exil avec ses parents au moment de l'indépendance de l'Algérie. Lui d'ordinaire si à l'aise, se montre cette fois très impressionné sur le plateau. Il est attentif, il observe les gens, il ne se met pas en avant. Au fur et à mesure qu'on tournait ce film, je le sentais s'ouvrir. Il riait, il prenait plaisir à ce qu'il faisait, il s'entendait bien avec les uns et les autres. L'apprenti comédien replonge dans son histoire familiale, celle du déracinement vécu également par ses partenaires, Marthe Villalonga et Roger Hanin. On était tous des pieds noirs, ou presque. Donc à partir de là, c'était vraiment dans notre sang, nos tripes qui étaient là. Et donc on savait de quoi on parlait. Patrick a très peu de souvenirs de l'Algérie, étant parti très très jeune. Donc il a des images qu'on lui a données, des photos qu'il a vues dans les albums de famille. Ces odeurs, ces couleurs, ce soleil, ces sons aussi, c'est très important. Je trouve que le Coup de Sirocco, ça a été une façon de remplir son album de souvenirs. Lui qui s'est construit en l'absence d'un père, se trouve le temps du tournage une figure paternelle, en la personne de Roger Hanin. Comme Patrick a toujours cherché son père quelque part dans la vie, ce père de cinéma l'a pris sous son aile. Il aimait beaucoup Patrick, il l'aimait beaucoup, il me le disait souvent. Il me disait souvent, il va aller loin le petit, il va aller loin.
Alors, Polo, tu veux que je te présente? Tu es là à tourner comme une mouche. Arrête, papa. Voilà. Celui-là, c'est mon fils Polo. Polo, Monique. Maintenant, je t'ai présenté, tu te débrouilles. Attaque. Quel titre vous voulez écouter? T'aimais follement. Mon amour, nuit et jour. En tournant ce film, Patrick Benguigui va trouver une occasion de rompre symboliquement avec son père biologique, en se choisissant un nom d'artiste. Un jour, sur le tournage, il est venu me voir en me disant « Je crois que j'ai trouvé mon surnom, je ne veux pas garder le nom que j'ai, je crois que j'ai trouvé. » J'ai dit « C'est quoi ?» Il dit « Bruel. » Je dis « Oui, pourquoi pas ?» Et puis dans Bruel, il y avait un peu Brel, donc ça ne m'étonnait pas. Il sort du monde de l'adolescence pour basculer dans le monde de l'adulte, et là, il affirme totalement cette volonté d'avoir une propre identité. À 20 ans, c'est donc sous le nom de Patrick Bruel que le jeune homme sort de l'adolescence et de l'anonymat. Le coup de Sirocco sera un succès en réunissant 1 500 000 spectateurs. Il ne sait pas trop ce qui lui arrive. Il est content parce qu'on parle beaucoup du film, parce qu'on doit certainement lui dire « On t'a vu, enfin les copains, tout ça, ça nous a plu, etc. etc. » Et comme Alexandre Arcadi lui avait promis, l'équipe du film est invitée dans l'émission de variété la plus regardée de l'époque, chez Michel Drucker. Comme j'avais l'habitude de plaisanter un peu avec l'accent pied noir, en me forçant un peu, j'ai réussi. Vous ne pensiez pas du tout au métier d'acteur? Si, j'avais passé des auditions pour un film l'année dernière. Ça n'a pas marché? Quel film? J'ai pensé l'Hôtel de la Plage. Ah oui. J'avais essayé les auditions Hôtel de la Plage, mais j'aurais bien voulu faire. Ne prends pas cet accent pointu là. C'est marrant. Il était lui-même fanatique de Drucker. Hein. Patrick, je me souviens que le dimanche, quand il arrivait chez Marion, il chopait la zapette et il fallait regarder Drucker, il l'imposait à tout le monde. Puis il y a la France entière qui regarde quand même Drucker. Vos parents sont comédiens? Ah non, pas du tout. Non, votre père est... Mon père est enseignant, ma mère est enseignante et... Ils voient ça d'un bon oeil, ils sont contents? Ah oui, ils sont assez contents. Puis il y avait tout chez Drucker, il y avait tout ce que Patrick aimait. Il y avait la chanson, il y avait le cinéma, il y avait le théâtre. Il ne pouvait pas espérer mieux, quoi. Il vit un rêve, quoi. Il est... c'est pas un aboutissement, mais c'est le début de quelque chose, forcément. Cette première expérience au cinéma ne suffit pas à tranquilliser sa mère Augusta. Pour la rassurer, il décroche son bac l'année suivante et dans la foulée, il s'inscrit à l'université. Mais il y allait peut-être pas souvent quand même. On avait quand même bien d'autres choses à faire, entre les castings, les rendez-vous, les rencontres des réalisateurs, le théâtre. Ça y est, il est parti, il est dans son truc. Il sait qu'il veut faire ça, il sait qu'il va y arriver. Les études, c'est annexe. Ce qu'il rêve de mener, c'est toujours une carrière de chanteur. En attendant, il accepte tout ce qu'on lui propose, y compris un spot de publicité pour une barre chocolatée. Pastoche, il a mangé du top 7. Je pense pas que ce soit seulement gagne-pain. Quand il fait une pub, c'est déjà que ça fait partie d'un métier, c'est un métier d'acteur. Je pense qu'il aime ça. Il a vraiment l'envie de réussir, déjà à cet âge-là, chevillé au corps, hein, de faire sa route, son chemin, d'écrire son destin lui-même, en se donnant les moyens de le faire vraiment, pour être reconnu, célèbre. Il y avait vraiment ça écrit chez lui très très tôt. Rien n'est encore fait, mais Patrick Bruel n'envisage pas une autre issue que la réussite. Et dans cette quête de notoriété, il va tenter un autre défi. Après le cinéma et la publicité, pourra-t-il se retrouver à l'affiche d'une pièce de boulevard? Lui qui n'a suivi aucune formation théâtrale, saura-t-il séduire l'auteur de la pièce, la comédienne Pierrette Bruno? Pierrette, au départ, voulait des comédiens, des jeunes comédiens, issus de très bons cours, voire du conservatoire, voire de la Rue Blanche. J'ai fait la Rue Blanche. Et
Patrick, lui, n'avait rien fait. Pas de cours, pas suivi de cours. Donc il est arrivé avec quoi? Avec sa spontanéité. Un beau paquet de toutes vos vieilleries là pour l'armée du salut. Ce jour-là, Micheline Boudet, la comédienne vedette de cette future pièce, assiste à tous les essais. Quoi? Une brique et demie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu m'y prends? Et hop, la puce. Il n'est pas le seul, naturellement. Il y a d'autres concurrents qui se présentent pour ce rôle. Et immédiatement, Pierrette Bruno a flashé. Comme ça, elle a trouvé. Oh, bah, tu as vu ce corps qu'il a. Dès que Patrick lit son rôle, elle est morte de rire. On l'entend rigoler toute seule, et c'était immédiat. Gérard, ce soir je suis retenu au bureau, alors ton père et toi, vous ouvrirez une boîte de raviolis. Il avait une bonne petite gueule et une vivacité comme ça dans l'œil, quelque chose qui collait parfaitement en plus avec le personnage dont elle rêvait, elle, puisque c'était l'auteur. Cette espèce de nature et de culot rentre dedans, c'est parfait. Pour elle, c'est parfait. Bah, on l'a pris tout de suite, quoi. Il a marché, il nous a séduit. Patrick Bruel sera-t-il crédible dans le rôle de Martin, un jeune homme qui aide une quinquagénaire à reconquérir son mari en se faisant passer pour son amant? Michel vient de s'envoyer en l'air avec sa moto. C'est grave, c'est pas grave, je jurerai. Oui, je vous jure. Marie-Colette, tapez-lui dans les mains, je vais chercher un peu d'eau fraîche. C'est ça, mettez quelques glaçons dedans. Je vous aime bien, Martin. Moi aussi, monsieur. Bah, madame, vous savez bien que c'est du bidon. Heureusement que je le sais, c'est un coup à tomber raide morte. Oh, il est formidable. Il connaissait pas du tout les ficelles. C'est ça que vous appelez déménagement. Je revois Micheline le pousser, lui faire signe en disant « Vas-y, enchaîne », parce qu'il était complètement déstabilisé par les rires. Attention, il va revenir. Repensez-vous maladroit comme il est, il en a pour 10 minutes. Vous êtes vraiment une grande actrice, hein. Même moi qui suis un gugus de première, je ferais pas aussi bien. Michel! Martin! Qu'est-ce qui vous arrive? Martin! Il n'était pas travailleur, mais il avait beaucoup de facilité. Il fait n'importe quoi, mais c'est bien. Grisé par les rires et par les applaudissements, le comédien n'a aucune envie d'être interrompu par le service militaire obligatoire. Encore une fois, il va se montrer persuasif. Il a réussi, parce que c'est un énorme séducteur, à séduire toute sa hiérarchie pour avoir des permissions en permanence et de se retrouver en réalité à faire un mi-temps, un service militaire à mi-temps. Mais il draguait tout le monde, c'est surtout, il convainquait tout le monde. Ce qui est quand même du talent, c'est pas évident de convaincre. C'est un super commercial. Le Charivari restera à l'affiche pendant 2 ans. La pièce sera jouée 460 fois. Pour Patrick Bruel, c'est une étape de plus dans le parcours ambitieux qu'il s'est fixé. Je sentais déjà qu'il avait envie de sortir du commun. Il avait très envie de devenir déjà quelqu'un. Il était quand même très curieux de connaître un petit peu Paris, quoi. Alors il me disait, et un tel, tu le connais? Tu le connais? Ah, tu me présenteras, hein? C'est un stratège. Il a construit peu à peu les choses avec intelligence, avec méthode, avec pragmatisme, avec souplesse. Là-dessus, effectivement, il était très doué aussi. C'est quelqu'un qui est un grand joueur d'échecs et qui a des coups d'avance. Et il prépare son jeu. Et c'est ça qui m'a toujours bluffé chez lui. C'est la façon dont il s'installe sur l'échiquier et comment il avance. Et il avance pour gagner. Patrick Bruel s'est donc fait un nom au cinéma et au théâtre. Un timide début de notoriété qui ne le fait pas dévier de son objectif premier, son rêve d'adolescent, faire carrière dans la chanson. Et un homme va l'y aider. Il l'a rencontré lors d'un séjour à New York et il va le retrouver à Paris au début des années 80. On a une espèce de coup de foudre amoureux. Moi, je tombe amoureux de son culot, de cette insouciance, ce désir, cette légèreté.
Et lui, il tombe amoureux des chansons que je faisais. Gérard est un auteur-compositeur dans l'âme. Il a des illuminations. Il a un talent fou d'écriture et de compositeur. Patrick a une envie folle d'être un auteur-compositeur, mais il ne sait pas encore intérieurement qu'il l'est. De leur collaboration naît la chanson « Marre de cette nana-là » en 1983. Un titre qui va retenir l'attention d'un présentateur de télévision. Il s'appelle Pascal Sevran et il décide de le programmer dans son émission « La croisée des chansons ». Pardonnez-moi si j'arrive un peu en retard, mais ma maman ne voulait pas que je sorte ce soir. Elle me fait toujours quand je viens vous voir. Mon cher amour, toute une histoire. Des aventures. C'était pardonnez-moi, mon cher amour, j'arrive en retard, mais quand je viens vous voir, je me fais toujours un petit pétard. Bon, c'était ça le texte du départ. Et c'est Evelyne, ma femme, qui a dit peut-être ça passera pas. Il y a une forme d'autocensure, quoi. Patrick, tout de suite, il a eu un noyau dur de gens qui l'ont tout de suite aimé, quoi. L'année suivante, le duo récidive. Il signe un deuxième succès. Son titre, « Comment ça va pour vous ?» se hisse à la 27e place du top 50, un feu de paille pour certains. La maison de disques ne croit pas en Patrick. La maison de disques ne pense pas que Patrick puisse faire un album, ce qui est encore pire. Il n'a pas de projet artistique en tant que tel. Il veut chanter, il veut être sur scène, mais il n'y a pas un sentiment d'identité artistique forte. Patrick, il se bat comme un beau diable pour prouver qu'il peut vendre des disques, qu'il peut être sur scène. Donc, il en fait encore plus que les autres pour ça. À force de persévérance, il réussit tout de même à enregistrer son premier album. Mais il se solde par un échec, 20 000 exemplaires seulement vendus. Malgré tout, Patrick va vouloir retourner la situation à son avantage. Un jour, Patrick dit Jean-Michel, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait faire quelques jours à l'Olympia du point de vue du disque, il vient de se ramasser, c'est pas évident. Bon, on n'est pas sûr qu'il soit capable de remplir les salles. Mais on sent quand même qu'il se passe quelque chose sur ce garçon, que les filles forment une clientèle de base honorable et que, bon, ma foi, pourquoi n'y aurait-il pas l'étincelle? Le directeur artistique de l'Olympia accepte de prendre le risque. Il propose au jeune chanteur 3 dates au mois de mai 1987. C'est incroyable de faire l'Olympia, et il le dit lui-même d'ailleurs, avec un répertoire qui était quand même assez réduit à ce moment-là. L'Olympia, c'est quand même le temple, hein. Ce mec-là franchissait les barrières, donc une de plus, il la franchit sans aucun problème. Les barrières l'ont jamais arrêté. Étonnamment, dès l'ouverture de la billetterie, l'Olympia affiche complet. Une 4e date est même ajoutée. Le 5 mai 1987, à 28 ans, Patrick Bruel s'apprête donc à monter sur scène. Il a passé des heures devant l'Olympia à regarder et à rêver un jour d'y être. Et voilà, et il y est. Et il y est. Comment
qu'il y a 2000 places à l'Olympia environ. Et le public qui est là chante toutes ses chansons par cœur. C'est le triomphe dès le départ. Dès le départ, il est accueilli par des hurlements de jeunes filles qui sont toutes amoureuses de lui. Je suis stupéfait quand je le vois, parce que je le vois dans la journée, il est comme tous les copains, et sur scène, c'est quelqu'un d'autre. En tous les cas, la réaction qu'il provoque est incompréhensible tellement elle est énorme. Ça ne s'explique pas. Il y a des gens qui déclenchent le désir, d'autres qui déclenchent l'admiration, d'autres le respect. Bon, lui, il a déclenché tout de suite une forme de désir, tout de suite, avant même d'être vraiment connu. Il a tout de suite eu un public de fidèles dès le début. Entre la salle et lui, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qu'il attendait, qu'il espérait et qui est arrivé. Alors vous êtes venu? J'étais pas sûr, hein? Non? Non? J'attendais de vos nouvelles. Près de mon téléphone. J'ai attendu longtemps. Très longtemps. Sa plus grande qualité, son plus grand talent, c'est peut-être la pugnacité. Parce qu'on ne peut pas dire qu'au départ, ce soit... il y a une magie chez Patrick Bruel. Enfin, il n'a pas une voix... vous voyez, vocalement, c'est pas Leonard Cohen. Même sur scène, quoi. Il danse à contre-temps. Il n'a pas une présence de fou, quoi. Mais il a bossé. Il a travaillé, travaillé, travaillé. Tout ce que Patrick a eu dans sa vie, c'est parce qu'il le voulait. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas hérité de la beauté de Delon, ou de la grâce de Gérard Philippe, ou de la force de Depardieu. Il s'est construit, et avec une telle conviction, parce que c'était ça aussi, Patrick, c'est qu'il était convaincu qu'il avait un destin. C'est à l'issue d'un concert de Michel Sardou à l'Olympia en janvier 1975 que Patrick Bruel s'était juré d'y chanter lui aussi. 12 ans plus tard, il l'a donc fait. Malgré le succès de ce passage, il sait qu'il doit encore travailler et définir son identité d'interprète. En revanche, son parcours au cinéma se précise. On l'a vu en 1985 dans la comédie à succès Prof, qui a réuni 3 millions de spectateurs. Il tourne ensuite sous la direction de Claude Lelouch, Attention bandit en 1987, puis La maison assassinée de Georges Lautner en 1988. Cette année-là, justement, Alexandre Arcadi, le réalisateur de ses débuts, a un nouveau projet pour lui. J'écris L'Union sacrée en pensant à lui et avec cette volonté de faire ce film avec lui. Il doit incarner Simon Atlan, un policier de la brigade des stupes qui met constamment en avant son appartenance à la communauté juive. Il a une réaction qui est un petit peu inattendue. Il est venu me voir en me disant oh, « Je trouve qu'il est un peu excessif, je trouve pas qu'il est trop raciste ». Il avait des appréhensions sur le caractère du personnage au départ, dans le sens où il pensait qu'il était trop volontaire dans une forme d'extrémisme comme ça. Je suis assez d'accord avec lui pour reconnaître qu'il y a quelque chose d'un petit peu forcé quoi, dans le personnage qu'il joue, mais qui est peut-être la raison pour laquelle il est si sympathique. Ça n'a jamais été un sujet, le fait qu'il soit juif, il n'y a jamais eu de militantisme de ce point de vue-là, ou d'affirmation. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il renie cette identité, loin s'en faut, au contraire. Il l'affirme, il le pratique, mais enfin, il n'en fait pas un étendard. La question du judaïsme a toujours été présente, c'est ce qu'il est. Son grand-père faisait les fêtes, voilà, à table, fête juive, ça comptait. En même temps, il est plein de choses en même temps, il est à toute la France.
Patrick est quelqu'un de très classique de sa génération, quelqu'un qui souhaite que la paix arrive au Proche-Orient, qu'il y ait un État palestinien à côté d'Israël et que ces États vivent séparés en bonne intelligence. Il est amoureux d'Israël comme beaucoup de Juifs le sont, mais c'est pas une raison d'intervenir et de crier en permanence « Vive Israël ». Alexandre Arcadi finit par rassurer Patrick Bruel sur son personnage. Le tournage de l'Union sacrée peut débuter. Action! Tu vas prendre ton arme, doucement. Vas-y! Lâche-le! Pour être à l'aise dans son rôle d'inspecteur, le comédien a suivi un stage de 3 semaines avec des policiers. Et il s'est préparé en courant 10 km quotidiennement. Physiquement, il était assez affûté à ce moment-là. Et il tenait, je sais pas, à faire son Belmondo, quoi, si vous voulez. Pour exemple, nous étions en train de faire une séquence au Trocadéro et sur une grue, sur le bras d'une grue. Un truc assez dangereux à faire. Et il a voulu faire un peu... non, je fais moi la cascade. On accepte qu'il fasse la cascade en prenant quelques précautions. Par la suite, j'ai appris que les précautions étaient toutes minces, hein. Sinon, j'aurais pas accepté. Je sentais hésiter et à un moment donné, je lui dis « Patrick, si tu veux pas, on met le cascadeur et on doit tourner. »« Non, j'y vais. » Bah, il fallait avoir du courage, hein, vraiment. Et il commence, donc je dis moteur, il commence à avancer. Et après 2 pas, il arrête, il me dit « Coupe !» J'ai peur, je coupe, qu'est-ce qui se passe? Il dit « Non mais attends qu'il y ait un bus ou des voitures en bas, on va croire qu'on l'a fait en studio. » Quelle clairvoyance! C'est un grand traumatisme pour lui. Il a eu la peur de sa vie. Enfin, il n'avait pas peur non plus de dire que ça fout la trouille, quoi, quand même. Moi, je suis juif dans le film. Et va arriver pour faire équipe avec moi un type d'origine algérienne qui est joué par Richard Berry. Et ça va être le premier conflit. T'es une merde pourrie qui transporte de la drogue. Alors tu vas dégager ton cul et retourner avec les autres, d'accord? Mais pour qui il prend celui-là? Le film racontait justement cette union sacrée à travers une espèce de guerre commune que pourraient mener les juifs et les musulmans contre une forme d'extrémisme un peu hystérique, terroriste, qu'on retrouve aujourd'hui. À quelques jours de la sortie du film, une polémique va donner à l'Union sacrée une résonance particulière. L'effervescence ne retombe pas à propos de l'affaire des versets sataniques de l'écrivain d'origine indienne Salman Rushdie. Les uns après les autres, les grands pays musulmans interdisent la publication de l'ouvrage et dans de nombreux autres pays, les communautés musulmanes se mobilisent. Aujourd'hui à Paris, une manifestation était organisée et certaines banderoles portaient inscrits très nettement ces 4 mots, la mort pour Rushdie. C'est l'actualité qui s'est emparée du spectacle. Tout le monde est effaré, effrayé par une telle chose. À mort Rushdie, Allahu Akbar, c'est-à-dire Dieu est grand, 2 cris entendus des centaines de fois entre le métro Barbès et la place de la République, 2 cris poussés par environ 1 millier de manifestants. Il est déjà mort, il le sait très bien, Rushdie. Il est déjà mort, Dieu le bénit, Dieu lui fait tout ça. Nous, on fait notre manifestation. Il mourra dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, il est un homme mort. Évidemment, les journalistes prennent le film à bras-le-corps en disant « Alors, vous n'avez pas peur des attentats? Alors, vous n'avez pas peur
qu'on interdise le film. On est extrêmement concerné, mais on est partagé entre l'envie de montrer le film et la peur de l'effet que ça pourrait avoir sur certaines personnes, quoi. Et nous-mêmes, on a pris conscience qu'effectivement, ça pouvait peut-être dégénérer. Dès lors, des mesures de protection exceptionnelles sont mises en place dans plusieurs salles de cinéma. C'est une ville de province assez calme, disons. On a la police qui vient faire des rondes toutes les heures. Et mon Dieu, ça se passe bien. La police vient voir s'il y a des bombes, par exemple? Oui. Ils vont dans toutes les salles et ils ouvrent même... Il faut ouvrir les gros sacs. La promotion du film se focalise sur la condamnation de l'extrémisme religieux et du terrorisme. Sur les plateaux de télévision, Patrick Bruel est amené à prendre position. Là où le bas blesse, c'est qu'en dépit de quelques précautions oratoires louables, ce cocktail explosif fait en fait l'amalgame musulman-terroriste. À demain, François, mais je crois que Patrick a quelque chose à répondre. Je trouve que je suis pas du tout d'accord avec beaucoup de choses que vient de dire François. Je pense que c'est un film qui, au contraire, ne fait absolument pas l'amalgame musulman-terroriste. Ce film est un pamphlet contre l'intolérance et qui est un film réellement antiraciste. Tout le monde connaît mes appartenances à SOS Racisme et à toutes ces organisations de ce genre. Ça fait partie de son vrai personnage. Il a des idées politiques claires et il n'en a jamais changé. Et dans ces idées claires, la lutte contre l'extrémisme et le fascisme est très présente. Ça a toujours été un spectateur engagé. Il a une conscience politique extrêmement développée. Je crois que ce film a été fait dans le plus grand respect de la religion, de toutes les religions. Il est évident que tous les musulmans ne sont pas des terroristes. C'est une chose qui est tellement évidente. On est dans un monde où l'intolérance est à son comble. Qu'un film aujourd'hui mette le doigt là-dessus, je crois que c'est très important. On nous dit, mais ce film est très très d'actualité. C'est un film qui marque les esprits. Et forcément, c'est un film qui marque la carrière de Patrick, hein, d'une façon forte, hein, parce que c'est un rôle à sa mesure. Ce rôle dans l'Union sacrée, sa dimension et son entrée en résonance avec l'actualité installent donc encore un peu plus Patrick Bruel en acteur de premier plan. Comme c'est le cas depuis ses débuts, il refuse toujours de faire un choix entre le cinéma et la chanson. Il a besoin des deux. Après le grand écran, le temps est donc venu pour lui de retrouver la musique, avec sans surprise une ambition nouvelle. Au printemps 1989, Patrick Bruel enregistre son deuxième album en compagnie de son producteur Mick Lanaro. Il entame la première prise d'une chanson à laquelle il tient vraiment. On est dans un studio à New York. Pendant des heures et des heures, je suis pas gentil avec lui. Exprès, de façon à essayer d'extraire de lui toute cette rage que j'ai sentie et cette envie de convaincre. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Et pour me prouver que j'ai tort, il y met tout ce qu'il a dans le corps, quoi, et dans la tête. J'ai envie de me casser la voix. 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 Et en une prise, il me fracasse, quoi, tellement c'est bien. Et moi, j'avais les larmes aux yeux. Cette chanson, qui s'apparente à un cri de révolte, est née 2 ans plus tôt aux Francopholies de La Rochelle. Invité à se produire sur une petite scène un dimanche après-midi, Patrick Bruel a assisté la veille au concert phare du festival, celui de Jacques Higelin. Quand il voit Higelin sur scène, Bruel y voit quelque chose qu'il n'a pas, mais qu'il a envie d'avoir. Une espèce de folie qu'il n'arrive pas à comprendre et à maîtriser.
Jacques Higelin, c'est des concerts qui durent des heures, des heures, des heures. On a l'impression qu'il va perdre 10 kilos tellement il transpire sur scène à chaque concert, tellement il se dépense, tellement il improvise, tellement il invente des trucs. Ils disent pas possible, quoi. Jamais j'arriverai à ce niveau-là. Donc il sort d'Higelin, il est fracassé. Et il vient à la maison et il dit, écoute, j'ai une idée, je vais faire une chanson qui s'appelle « Je vais me casser la voix ». Et avec les 4 premières phrases. Et donc moi, je fais dans la nuit, je fais le texte de sa révolte. Au moment de la sortie de l'album, c'est ce titre, « Casser la voix », que le chanteur choisit de mettre en avant. Grosse résistance de tout son entourage, agents, maisons de disques, etc., qui disent « il ne faut pas sortir cette chanson-là en premier, parce que c'est trop dangereux ». C'est un changement de registre trop important. Moi, ça me fait un peu peur parce que c'est une chanson lente. À la radio, c'est peut-être pas une bonne idée, mais il se bat et il réussit à imposer à tout le monde que la promotion de l'album va commencer par casser la voix. En faisant ce choix, Patrick Bruel réussira-t-il à montrer aux médias et à son public un nouveau visage, plus grave? Casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Je peux plus croire tout ce qui est marqué sur les murs. Je peux plus voir la vie des autres, même en peinture. Les gens y croient parce qu'il est sincère, c'est plutôt bien, et boum, voilà. Et là, on change, là, on rentre dans la 4e dimension. Les amis qui s'en vont et les autres qui restent, se faire prendre pour un con par des gens qu'on déteste. En quelques semaines, ce titre devient un hymne, et le reste de l'album lui apporte la consécration. Alors Regarde s'écoule à 3 millions d'exemplaires, il est le 4e disque le plus vendu en France. À 30 ans, la vie de Patrick Bruel vient de basculer. La peur qui est la mienne quand je me réveille la nuit, casser la voix, casser la voix, casser la voix. C'est que tout d'un coup, se cristallise sur lui une époque, c'est les Beatles. Mais c'est hallucinant, vraiment. C'est des milliers de personnes chaque soir dans la salle, des dizaines de milliers de personnes, c'est des millions de disques vendus, c'est une adulation, une idolâtrie. Enfin, on est totalement dans l'irrationnel. On veut Patrick, on veut tout, on aime tout chez Patrick. Il y a quelque chose d'attractif chez lui, qui fait que les jeunes, oui, s'identifient à lui, parce qu'il est beau, mais il n'est pas prétentieux. Il pourrait être l'ami de tout le monde. Donc les gens adorent ça. C'est lors des concerts que naît cette folie Bruel, pour laquelle il faudra bientôt inventer une expression, la Bruelmania. On était derrière un tulle noir qui tombait à la première chanson, qui était Alors Regarde. Et on voyait derrière ce tulle noir tous les briquets allumés et des cris, mais invraisemblables, quoi. C'était phénoménal, quoi. Phénoménal. Phénoménal. J'ai jamais vu des salles en délire comme ça. C'était la première fois que je voyais ça en France, quoi. Vraiment. Le sommeil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. Sur la télé, la neige a envahi l'écran. Alors regarde, tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. C'est un public de fans qui se pressent aux portes des salles à 11h du matin pour être les premières au crash barrière, c'est-à-dire devant la scène.
Et évidemment, ça pousse derrière. Et comme elles n'ont pas mangé de la journée, il y en a beaucoup qui tombent en syncope rien qu'en le voyant. Rouge, ils n'arrêtent pas, il y a les médecins, le SAMU, les pompiers, tout le monde bosse. Il y avait quand même à l'époque ces rangées de gens de la Croix-Rouge qui sortaient, les filles en larmes. Il est une espèce de dieu vivant pour les gens qui l'aiment à ce point-là. Il y a des filles qui se jettent sous les roues de ma voiture quand je viens le chercher à la fin du concert. Si j'ai le malheur de baisser la vitre parce qu'une de ces filles tape trop fort à la vitre, elle s'engouffre dans la voiture par la vitre. Il ne pouvait pas se déplacer dans la rue sans avoir une cohorte de fans qui le suivaient. Enfin, c'était un succès absolument incroyable et très, très déstabilisant. Les filles arrivent toujours à trouver son adresse, pénètrent dans l'immeuble et dorment sur son paillasson. En l'espace de 10 ans, Patrick Bruel s'est hissé au rang de très grande star de la chanson. Lui qui rêvait de célébrité et de notoriété, avait-il toutefois imaginé un tel déferlement? Au début, il le vit bien, et puis peu à peu, ça l'a angoissé presque. Ça l'a gêné, quoi. C'était trop. Il avait envie d'être respecté pour ce qu'il écrit, pour ses musiques, pour ses textes. L'adoration à quelque chose d'aveugle et de systématique qui finit par manquer de discernement. Ce qui m'a fasciné, c'est sa capacité à résister à cet ouragan qu'il avait d'ailleurs, qu'il avait créé lui-même, hein, puisque cette passion-là qui est née, il en est le principal, je veux dire, responsable. Il fallait être très très fort pour résister à tout ce déferlement, à cette vague qui aurait pu tout submerger, y compris son entourage le plus proche, sa famille, ses amis, et il a toujours gardé ces liens-là comme une espèce de refuge qui le maintenait ancré dans une réalité qui était en train par ailleurs de disparaître. Sa grande angoisse, je pense, elle était aussi grande que le succès qui était le sien à l'époque. Ça a été de se retrouver catalogué comme chanteur à succès pour jeunes filles qui criaient Patrick. Excusez-nous pour le retard, mais la porte ne vient pas se passer. Bonjour. Pour un chanteur qui veut faire carrière, c'est-à-dire qui va un jour vieillir, la Bruelmania le fige en fait dans une espèce d'icône à minette, quoi. Presque une étoile filante. On se dit, bon, bah, une fois que la Bruelmania va retomber, il n'y aura plus personne. Après une série de tubes et une longue tournée réunissant 1 million de spectateurs, Patrick Bruel est nommé aux Victoires de la musique en 1991. Il concourt dans 3 catégories. La reconnaissance du public, il l'a déjà, donc c'est une reconnaissance du métier qu'il est sur le point d'avoir, donc il est quand même très content parce que c'est pas rien. Alors au petit jeu des pronostics, 2 noms reviennent fréquemment, Patricia Cass et Patrick Bruel. Patrick Bruel est avec nous en direct ce soir, pas trop fébrile, Patrick? Allô? Oui, Patrick, je vous vois, je vous entends. Pas trop fébrile ce soir, je disais que vous étiez favori, hein? Ah, c'est gentil. Ouais. C'est en effet, bien sûr, fébrile, parce que c'est quelque chose d'important. C'est après la formidable récompense que j'ai eue pendant toute l'année de la part du public au Zénith avec cet album et de la part de la profession ou de la part des médias pendant tout ce qui s'est passé. C'est vrai que ça augmente un peu le trac, ça augmente un peu la fébrilité, mais vous savez, partir, comme vous dites, favori, c'est toujours un peu délicat. J'ai jamais aimé être favori dans quoi que ce soit. Je préfère toujours être plutôt outsider et mon instinct me dit qu'il... Ces victoires-là sont faites pour récompenser quelqu'un comme lui cette année-là. On est avec vous ce soir, hein, sur scène, on croise les doigts, ça va marcher, Patrick, j'en suis sûr, vous êtes nominé 3 fois, il n'y a pas de raison.
Il part jamais confiant parce que, c'est son caractère. Donc, nous tous autour, on est au-delà de confiant. C'est-à-dire qu'on est super content pour lui. On se demande s'il va en avoir 2 ou 3. Voilà, c'est la question, elle est là. Les 3 nominations pour le meilleur interprète de l'année sont... Oui. Patrick Bruel. Julien Clerc et Michel Sardou. Et le gagnant est... Michel Sardou. Quand la première victoire lui échappe, déjà, on est très surpris. Mais on se dit, bon, c'est pas grave. Il ne pouvait pas lui donner les 3. On va mettre la victoire de l'album de l'année à Alain Souchon pour Nickel. And the winner is Johnny Hallyday. Quand arrive dans l'ordre la première, puis la deuxième, puis la troisième victoire qu'il n'a pas, moi je suis au bord des larmes. On est sidérés. Sidérés parce qu'on ne comprend pas. J'aimerais aussi souligner que il n'y a pas que moi qui ai fait beaucoup de monde en 90. Et je trouve injuste qu'on n'ait pas nommé mon ami Patrick Bruel. Merci. C'est le métier qui vote. Et le métier, on avait contre lui, quoi. Ça a été vraiment une punition, quoi. Une punition. Tu t'es été trop vite, c'est pas bien, voilà. C'est vraiment ça que j'ai ressenti. C'est vraiment une façon de dire, bon, ok, t'es nominé, etc., mais tu vas pas avoir le prix. Et ça, il l'a très mal vécu. Il était très malheureux. C'était ridiculisé, c'était méprisé. Des milliers de fans, d'ados en particulier, pour qui c'était important. C'était méprisé toute notre aventure. Patrick Bruel souffre d'un manque de reconnaissance de ses pairs et de l'image qu'il renvoie. Alors, quelques mois plus tard, il va accepter une invitation, l'occasion de se montrer sous un autre jour. Le 24 novembre 1991, il est l'invité de l'émission phare de l'actualité, le magazine 7 sur 7. Il représente quelque chose dans la génération actuelle. Et j'avais envie de faire parler Bruel du monde dans lequel il vivait. On invitait des économistes, des hommes politiques, des écrivains, mais aussi des artistes quand on sentait qu'ils avaient une personnalité capable de tenir à cette heure de grande écoute et de pouvoir commenter l'actualité. C'est assez compliqué de convaincre les artistes de venir s'expliquer sur les choses du monde parce qu'ils ont le sentiment qu'on les entraîne sur un terrain qui n'est pas le leur. J'ai peur qu'ils participent à cette émission parce que j'ai peur que ça dérape. J'ai peur qu'on se serve de lui pour qu'il donne son avis sur des événements parce que ça n'est pas un avis artistique, ça devient un avis de citoyen. Il n'a rien à gagner à faire cette émission. Il a à perdre de se dévoiler d'un point de vue plus personnel, de décevoir, que ses fans se sentent trahis ou n'acceptent pas ses engagements. Patrick Bruel, bonsoir. Bonsoir. À cette minute précise, il y a des centaines de milliers de vos admiratrices qui me détestent si fort de passer 1 heure avec vous ce soir que je crains le pire pour moi. Alors merci d'être venu à 7 sur 7 parler de vous et de l'actualité. Vous d'abord, on va commencer par ça. Qu'y a-t-il, à votre avis, je parlais de phénomène tout à l'heure, qu'y a-t-il dans le phénomène Bruel pour déclencher une telle passion? C'est très difficile d'expliquer ce qui est inexplicable. Moi, je suis le premier spectateur d'un truc totalement irrationnel et magnifique. Il s'est beaucoup préparé, il s'est préparé aux questions, il n'a pas voulu aller comme ça en dilettante en se disant « Ah bon, je vais répondre ». Non, non, il a potassé ses dossiers. On répétait, moi je faisais un 5 et tout, oui. On savait que c'était un truc important. Donc on a préparé ça sérieusement. Et il a envie de montrer que ce qu'il est, c'est-à-dire une vraie personnalité
qui pense des choses et il a envie de les dire. Alors, suite de la semaine, si vous voulez bien, Patrick Bruel, avec les francophones à Paris, les propositions du Front National, je sens qu'on va sûrement... À quelques mois des élections régionales, l'actualité politique est marquée par la progression constante du Front National dans les sondages. Alors, vous avez été indigné? Moi, je savais que je venais, qu'on allait en parler, alors j'ai pris la peine de le lire. Quand je dis la peine, c'est vraiment ce que ça m'a inspiré. Je vais pas tout vous lire, hein. Non, en parler, non, il y en a vous êtes 50 gentil, vous êtes gentil, non. c'est hallucinant. Ça se situe entre Vichy et l'apartheid en Afrique du Sud à peu près. C'est hallucinant. C'était tout ce qu'il détestait, enfin les valeurs prônées à l'époque par Jean-Marie Le Pen et par son parti d'extrême droite à l'époque, c'était vraiment un truc qui le révulsait. Évidemment qu'il y a des problèmes, on ne peut pas se les cacher. Il y a des problèmes d'immigration, des problèmes de chômage, il y a des problèmes énormes. Mais le Front National n'en résoudra jamais aucun. Il faut dire aux gens d'aller voter. D'aller voter. Parce que ne pas voter, c'est donner sa voix à celui qui va gagner. Ne pas voter, c'est favoriser la progression du Front National. C'est la phrase de Molière, c'est ce qu'il disait dans Don Juan. Ensuite, était y prendre part que de ne pas s'y opposer. Il me fait penser à Simone Signoret qui disait toujours on ne va pas à la télévision gratuitement. On a la chance d'être un porte-parole, on a la chance d'avoir un micro, on a la chance de pouvoir dire des choses, on a la chance d'être écouté. Alors profitons-en. Il voulait bien faire. Il voulait être utile, il voulait que ça marche. Il a envie de croire que les artistes peuvent changer le monde de façon parfois assez touchante et naïve aussi. Merci beaucoup d'être venu à 7 sur 7. C'était moins dur qu'un concert quand même. C'était, en tout cas le début était aussi dur qu'un concert. Mais merci de m'avoir reçu aussi gentiment. Merci à vous. C'est une étape pour lui dans l'éclosion de sa personnalité, dans la révélation aux autres de ce qu'il est. Ce soir-là, 7 sur 7 réunira 8 millions de téléspectateurs et la prise de position politique du chanteur marquera les esprits. Aux élections suivantes, l'abstention sera finalement moins importante que celle prévue par les sondages. Alors je ne sais pas si ça a été décisif ou pas décisif, on n'a aucun moyen de mesure, mais ça a marqué des tas de gens. François Mitterrand, qui est un grand connaisseur, dira ça a été déterminant. Malgré cette mobilisation, le Front National confirmera sa percée en nombre de voix par rapport au précédent scrutin. Après la folie de la Bruelmania, Patrick Bruel décide de prendre du recul. Il s'éloigne de la production musicale tout en continuant à jouer au cinéma. Cette parenthèse dans sa carrière lui offre du temps pour voyager, se couper de cette notoriété trop envahissante. En 1997, c'est au Botswana et en Afrique du Sud qu'il part avec un ami, loin de tout. Bon, ben ça marche. On décide de faire un tour, donc un safari photo au Botswana, et puis aussi de faire le tour des wine farms. Voilà, parce que Patrick avait juré de me faire déguster les meilleurs vins du monde. C'est un petit avion, hein. C'est pas un deck, c'est un petit avion. I can drive helicopter. Really? Yeah, but not plane. Oh yeah. Il a besoin de prendre du recul sur les choses extérieures, de refaire un point sur vraiment les fondamentaux, de voir où il en est dans sa vie d'homme avant tout et sa vie professionnelle. Il a envie de prendre cette distance avec cette Bruelmania, de se protéger, parce que ça devient une question de survie. Il y en a partout. Regarde s'il n'y en a pas dans le sac. Ça a été quand même un ouragan, tsunami, on va trouver plein de mots pour décrire la violence de ça aussi. Donc il a fallu trouver une plage pour passer de cette folie qui de toute façon n'aurait pas pu durer sur la distance, ça ne tient pas. Where's the wheels? Dispositif en place, changement de cap. Bon, donc on dort ici cette nuit, là? On dort là, par terre, ici. Hey, mets-toi. Je crois qu'il y a un lion derrière toi, si tu es gentil de monter. Je trouve quelqu'un qui a besoin de ne plus parler de sa profession, plus parler de rien, qui juste a envie d'être lui-même, quoi. Voilà. Être lui-même, c'est aussi être incapable de passer devant un piano sans avoir envie de s'y arrêter dans le hall d'un hôtel. Welcome to the breakfast.
On se retrouve dans un bel hôtel en Afrique du Sud, et puis à un moment donné, au milieu de ce hall gigantesque, il y a un super piano, et puis tout d'un coup, forcément, on sourit, et puis il va vers le piano, il commence à s'asseoir au piano, et puis c'est la passion qui est au bout des doigts, et il commence à jouer. Puis tout d'un coup, il y a un colosse qui arrive. « Hey guys, you have to stop, it's only for professional. » Forcément, il y a une pointe d'orgueil de dire on ne me laisse pas jouer, mais si vous voulez, quelque part, il est content qu'il est juste Patrick et pas Patrick Bruel. Et la prochaine fois, on vous emmène. Hein. Ouais, mais c'est pas sûr. Ça dépend. Il faut passer le test d'abord. Au premier étage, on va d'abord au jardin d'acclimatation. Et on voit comment on se comporte avec les pauvres. Ce long voyage aura constitué une première pause dans un parcours uniquement orienté vers la réussite artistique, et cela depuis l'adolescence. Il faudra ensuite attendre l'âge de 40 ans pour le voir ouvrir un autre chapitre. Une autre étape de sa vie, après sa rencontre amoureuse avec l'auteur Amanda Stair. Devenir père pour lui, c'était à la fois très émouvant et très angoissant parce qu'il n'avait pas de représentation de père. Il avait très peur de mal faire, il a très peur de mal faire. Quelques semaines avant la naissance de leur fils Oscar, ils décident de changer de nom à l'état civil. Il a passé 30 ans de sa vie à ce qu'on l'appelle Bruel, et donc il voulait que son fils porte le nom qui était le sien et pas celui d'un père qu'il connaissait moins. L'enfance devait lui remonter en souvenir. Mais en tout cas, il nous disait souvent voilà, qu'il veut être tout le temps là pour lui, qu'il veut vraiment ne jamais être absent et qu'il sera présent avec lui avant même son métier. C'était très touchant, mais c'était une bagarre pour savoir qui allait donner le bain, parce qu'il adorait donner le bain, donc il fallait que ce soit toujours lui. Et, en fait, je sais pas trop pourquoi on avait engagé une babysitter, puisque en fait, il n'y avait jamais de place pour la babysitter. Il veut tellement bien faire que parfois, il fait trop. Patrick a toujours voulu être le père qu'il n'a pas eu. Cette attention paternelle sera la même 2 ans plus tard lorsque le couple accueille un second garçon, prénommé Léon. Quand on est une star, comme Patrick, c'est un type adulé jour et nuit par tout le monde, tout d'un coup, ne plus être soi-même la personne la plus importante, c'est une sacrée révolution. Quand il est avec ses enfants, c'est plus lui la star, c'est ses enfants. C'est salvateur. Et à ce moment-là de sa vie, c'est l'amour véritable, l'amour d'un enfant. De son histoire d'amour avec Amanda Stair, écrivain et scénariste, va naître une autre forme de complicité. En 2006, le chanteur est en panne d'inspiration. Il n'arrive pas à enclencher l'écriture d'un nouvel album. Il a une tonne de mélodies, il ne sait pas quoi en faire. Il n'arrive pas à trouver d'angle, d'axe, il est angoissé. Et puis, il me fait écouter une musique que je trouve très belle. Il me dit, j'ai vraiment envie de faire un texte dessus, mais j'y arrive pas. J'ai pris la musique avec moi et j'ai écrit un texte qui est venu assez rapidement, qui s'appelle « Je fais semblant » et qui parle de lui, en fait, comme j'aurais voulu que lui le fasse. Je fais semblant, je joue au grand, je m'invente des papas. Des grands efforts à qui je ressemble pas, mais qui me donnent la force de croire en moi. Pas une fois, en 40 ans, j'ai parlé du père de Patrick où il m'a parlé de son père. Donc c'est pour vous dire à quel point
Patrick est intérieur dans certains domaines ou est très sensible à certaines choses et ne veut pas les exprimer. C'est une des chansons qui parle le plus sincèrement de lui parce que j'ai pas eu peur, moi, de montrer ce que lui essaye de cacher. Ça a été le point de départ du nouvel album, parce qu'il est ému par le texte et parce qu'il retrouve du plaisir à avoir une chanson finie, ça en appelle une autre, mais aussi parce que j'écris le texte et qu'il a envie de faire mieux. Et Patrick, c'est quelqu'un qui a ce truc-là en lui de compétiteur aussi. À 50 ans, Patrick Bruel reste un artiste insatiable, qui multiplie les projets dans la chanson comme au cinéma. En 2009, il a envie de revivre l'expérience de ses débuts. Je suis en train de lire tranquillement et quelqu'un arrive dans mon dos à pas de loup et m'arrache le manuscrit et il me crie de loin « Quand j'aurai fini, je te le rendrai ». À ce moment-là de sa carrière, Patrick, il a tout connu, ou presque tout connu comme chanteur. Il est aussi acteur populaire, très connu de tous les Français. Il lui manque peut-être une très grande pièce au théâtre, ce qu'il cherche. Et quand il est revenu, à la fin de l'après-midi, il m'a dit « J'ai tout lu, et moi, je te préviens, d'ores et déjà, tu peux le lire en pensant à moi parce que je veux le faire ». Nous, quand on a écrit le prénom, on n'a pas du tout pensé à Patrick. On peut imaginer logiquement qu'il doit chercher à l'époque un projet où c'est lui qui a tout à manger, où c'est le spectacle d'un acteur. Alors là, c'est pas du tout le cas, c'est un spectacle de troupe. Le prénom, c'est une pièce où il y a 5 rôles et qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Et donc on est extrêmement étonné, extrêmement flatté, mais très surpris. Très honnêtement, je me méfie de Patrick. Je me dis, est-ce qu'un type qui vient de la chanson, qui vient du poker, qui vient du cinéma, qui a une espèce de touche-à-tout comme ça, est-ce qu'il va accepter de partager? Parce que le théâtre, c'est un métier de partage. Est-ce qu'il va pas bouffer tout le monde? Est-ce qu'il va pas vouloir prendre le pouvoir sur le spectacle? On a évidemment peur d'être embarqué dans quelque chose qui ne nous appartient plus. Les doutes des auteurs et des comédiens de la troupe seront-ils confirmés? Je pense voir arriver une star, et je vois arriver un gamin qui a envie de lire, qui ne tarit pas d'éloges, qui est extrêmement accessible. Je vois un acteur comme les autres, qui vient avec sa petite brochure, qui écoute le metteur en scène, écoute les auteurs, prend des notes, enfin travaille vraiment de façon tout à fait humble. On commence par quoi? Ça dépend, c'est pour boire. Cette première lecture collective à laquelle participe Patrick Bruel fait figure de test. Il a lu un livre dans sa vie, il fallait que ça tombe sur celui-là. Je crois même que c'est toi qui me l'as offert. Mais depuis quand tu dis ce que je t'offre? Ça a été une très mauvaise lecture, parce qu'ils ont tellement ri tous, et Patrick le premier, qu'on n'entendait pas la pièce. C'est tellement drôle que, surtout Patrick, je dois bien le dire, n'arrive pas à aller au bout de ses propres phrases, tellement il rit, mais à pleurer de rire. C'est-à-dire qu'on s'arrête, on reprend notre respiration, on repart dedans. C'est une histoire de famille, et la famille, elle est née là. Et je pense qu'elle est beaucoup venue de l'attitude de Patrick et de son plaisir et de sa joie complètement au premier degré d'entrer dans cette aventure. Levez le dos dans 30 minutes. Il est revenu, Patrick? Elles sont pas sur le buffet, pas dans le vide-poche, c'est ça? Ouais. Oh putain, je sais pas. Mais si, tu sais. Détends-toi maintenant. Tu sais. On va peut-être mettre un petit costard. Ah oui, tant qu'à faire, hein. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Après 2 mois de répétition, arrive enfin l'heure du lancement de la pièce. Levez le rideau dans 15 minutes. Merci. C'est des moments où on ne sait plus pourquoi on est là. On ne sait plus si c'est drôle, Patrick ne sait plus s'il est bien. On est vraiment dans un moment, je me souviens, de trouble. C'était la dernière répétition. Donc ils sont curieux de venir. Merde. Comment le public va-t-il réagir à cette comédie? Son thème, une réunion de famille tourne au règlement de compte lorsque le personnage de Vincent, incarné par Patrick Bruel, annonce le prénom qu'il va donner à son enfant. Ça rit pas pendant 10 minutes, hein. Les 10 premières minutes, c'est un peu l'exposition. Ça ne rit pas du tout. Moi, j'ai l'impression que ça dure 3 ans. Enfin, je suis en eau, enfin, c'est terrible. Et le cœur qui bat extrêmement vite. Prière de ne pas oublier que je suis différent. Prière de ne pas croire que je suis classique. Ici habite une famille d'artistes de gauche abonnés à Télérama, même s'ils n'ont pas la télé.
Et arrive le moment où Patrick dit le fameux nom interdit, le fameux prénom, pour la première fois. Et là, il y a 5 secondes d'un silence qui est encore plus grand, ce silence de la stupéfaction, je pense, encore plus grand que celui d'avant. Oui, je trouve ridicule de donner des prénoms qui n'existent pas. Et là, c'est une explosion, une espèce de libération qui, à partir du moment où il commence, ne s'arrête plus. T'as pas fait ça? J'ai pas fait quoi? Toi avec lui, là-bas? Mais t'es complètement con! Mais Vincent! C'est sûr? Mais évidemment, c'est sûr, mais c'est pas ça du tout, Vincent, pas du tout! Oh putain, tu m'as fait peur! Ça a été du délire. Du délire. C'est un rire permanent, toutes les 4 secondes, ça n'arrête plus. On commence par quoi? Cheval blanc ou fontaine de Provence? Ça dépend si c'est pour boire ou se laver les mains. Il a un grand talent pour savoir ce qui est bon en soi, ce qui est bon pour lui. Il sait où le succès l'attend. Il le sait. C'est une grâce, ça, n'est-ce pas? Il ne s'est jamais fourvoyé. Le prénom sera joué 240 fois. Et l'année suivante, les auteurs, le metteur en scène et l'ensemble des comédiens seront nommés aux Molières. Tous, sauf un, Patrick Bruel. C'est comme si vous n'existiez pas. Voilà. On va nommer tout le monde sauf vous. On a vu une pièce, mais tiens, c'est bizarre, vous n'étiez pas dans la pièce. Il est blessé, mais même furieux, parce qu'il a fait le travail comme les autres, en répétition, en promotion, tous les soirs en scène. Il n'usurpe pas son rôle, ni sa place. C'est-à-dire que les gens vous en veulent toujours de réussir sans eux, dans le métier. C'est quelqu'un qui a décidé de ne pas choisir dans la vie. Il a décidé qu'il irait au bout de ses passions, comme il l'entend, comme il le sent, en prenant beaucoup de risques. Et tout le monde n'aime pas ça. Ça ne l'empêche pas de continuer sa carrière, mais c'est vrai qu'il fait partie toujours de ses frustrations, de vouloir être probablement aimé par tout le monde et de ne pas comprendre pourquoi c'est pas venu ou pourquoi c'est pas arrivé jusqu'à maintenant. Près de 40 ans après ses débuts, Patrick Bruel reste aujourd'hui un artiste populaire. Un chanteur et un acteur qui ne cesse de vouloir se réinventer, sans doute pour ne pas perdre ce qu'il cherche depuis l'enfance. Il aurait pu disparaître 100 fois. Et il est toujours réapparu, et souvent là où on ne l'attendait pas. Il ne se satisfait jamais de l'image de la veille. C'était hier, et il continue à avancer vers quelque chose qu'il ne sait peut-être pas lui-même. Il y a une phrase qui dit « Il faut commencer dès aujourd'hui ce que tu veux avoir fait avant de mourir ». Patrick, il a commencé il y a déjà un bon moment ce qu'il a envie de faire avant de mourir. Et moi, je trouve ça super bien. C'est un ogre. C'est vraiment un ogre. C'est-à-dire que il faut qu'il réussisse dans la chanson, il faut qu'il réussisse au cinéma, il faut qu'il réussisse au théâtre. Il a une vie, il n'en a qu'une, il la vit intensément, il lui faut tout. Il n'est pas encore rassasié. Et tant mieux pour lui. Il n'est pas rassasié, donc il faut s'attendre à ce qu'il relève des nouveaux défis, des paris qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Mais je fais confiance. Voilà pour ce portrait de Patrick Bruel qui continue à écrire son histoire au cinéma et avec un nouvel album. Avant de se quitter, voici quelques mots repris dans son livre « Conversation » avec Claude Askolovitch. « Je n'ai pas forcément le sentiment qu'il restera quelque chose, parce que je ne crois pas qu'on m'accordera ce droit. Ceux qui décident donnent des labels, qui écrivent l'histoire. Le public, aussi fervent et inconditionnel soit-il, ne suffit pas. On a forcément besoin de reconnaissance officielle, institutionnelle, celle qui laisse une trace. À très bientôt pour un prochain numéro d'Un jour un destin.